Engagez-vous qui disait. Oui, mais dans quoi? Aujourd'hui, déjà, merci à vous pour votre attention et votre accueil. Aujourd'hui, on est là pour parler d'une activité qui nous passionne tous, qui peut être aussi notre métier ou notre vocation pour certains d'entre nous. J'ai nommé la pétanque, hein, évidemment. Donc concrètement, en fait, cette activité de la pétanque, elle va entraîner un engagement à la fois physique, social et psychologique qui peut être plus ou moins important de la part des joueuses. Donc je remercie Olivier parce qu'il en a déjà brossé un portrait assez complet et je vais pouvoir un petit peu me construire autour, quoi. L'idée, c'est de dresser justement un portrait de l'activité rôliste par l'engagement et le désengagement. Donc d'abord, on va voir les processus d'engagement dans l'activité, à quel point on peut y aller, mais aussi les résistances à l'engagement, les freins, et est-ce qu'il y a des solutions contre ces freins. Et Olivier a évoqué le surengagement, donc on va aussi en parler justement et voir quelles sont les solutions. Je me présente rapidement, donc je m'appelle Thomas Meunier, je suis auteur de jeux de rôle, donc j'ai des jeux dans la forêt comme Milvaux, et des jeux dans les rêves comme Dragonflamme Hotel. Et je réfléchis aussi un peu sur le jeu de rôle de façon à la fois dilettante et assez prolifique. Donc justement, cette activité rôliste, comment on va s'engager dedans? D'abord, à l'instar du GN, il y a déjà un engagement corporel, c'est-à-dire qu'on va mimer la gestuelle de son personnage, ses expressions faciales. Il y a aussi, quand on lance le dé, en fait, on mime le coup d'épée, le coup de poing ou la grande tirade du perso, quoi. Il y a aussi un autre engagement qui est plus symbolique, c'est une entrée en fait dans la réalité virtuelle rôliste, qui est symbolisée par la création de personnages, et de même qu'on pourrait dire la sortie de la réalité virtuelle, c'est avec la mort de ton personnage. Sauf qu'évidemment, comme on a envie d'y rester plus longtemps, on va trouver des palliatifs, même les jeux très létaux comme Sombre le font. Hein. Donc dans Sombre, tu meurs, tu vas jouer le méchant après. Dans Paranoia, tu meurs, tu joues ton clone, quoi. On reste, malgré la mort, on continue dans la réalité virtuelle. Le jeu de rôle nous invite aussi à nous engager psychologiquement, et ça, on va trouver un petit peu un pinacle dans justement le principe de l'immersion qu'avait déjà évoqué Olivier, et pour certaines joueuses ou dans certaines situations, il y a cette recherche de l'immersion optimale comme étant une sorte de graal du plaisir rôliste. Donc on a le flow, qui est une sorte d'immersion tactique, le bleed qui est une immersion morale, psychologique, c'est quand il y a la confusion des émotions entre la joueuse et le personnage. On a aussi la fascination, en fait, c'est quand je vais être concentré sur ce qui est raconté. Et en parallèle, on a la transe, c'est quand je vais être très concentré sur le fait de raconter. Et pour finir, on a la complicité qui est une immersion sociale. Ces immersions, c'est soit quelque chose qui nous arrive comme dessus, comme la lumière divine, mais ça peut aussi être travaillé comme des compétences, et ça peut être aussi encouragé par des systèmes. Grosso modo, on va rechercher la synchronicité entre la joueuse et le personnage. Ça peut aussi se faire par des costumes, j'ai parlé de la corporalité, par les décors de table. Joanne Scipion, par exemple, il y a un décor de table noir. Et par toutes les règles en fait, qui vont faire raccord entre les joueuses et la fiction. Cet engagement, c'est aussi un engagement dans un groupe. Et notamment, comme facteur de réussite de la partie, on peut exiger ou rechercher l'osmose de groupe. C'est-à-dire, on parlait d'exigences ludiques contradictoires, mais il y a des moments où on va rechercher le moment où on est au diapason, sur la même longueur d'onde, que ce soit d'un point de vue tactique, avec une sorte d'esprit d'équipe, d'un point de vue moral, avec un sens du drame, ou d'un point de vue esthétique, où on va s'harmoniser, quoi. Il y a aussi un engagement dans le temps de la partie, le temps de la campagne. Et souvent, cet engagement dans le temps, il est encouragé, récompensé par les systèmes. Plus je vais jouer, plus je vais tuer du monstre, plus je vais choper les trésors, plus je vais réussir des missions, faire le roleplay qui va bien. Et tout ça, le système va donner des points pour améliorer mon personnage. Les jeux centrés sur le personnage ou les jeux en drama, c'est des jeux qui vont renforcer cet engagement, c'est-à-dire que plutôt que le personnage soit envoyé faire une mission qui le concerne de loin, on va amener vers lui une intrigue qui est vraiment centrée sur le personnage, où le personnage est très impliqué. Là aussi, on a une façon systémique de le récompenser. Souvent, les jeux centrés sur le personnage, on a pas mal de traits, de descripteurs,
psychologique, historique. Et en fait, quand l'action présente, c'est une action où ton personnage est très impliqué, il va avoir des bonus grâce à ses traits, quoi. Donc on va l'inviter à aller vers ce qui le concerne, quoi. On pourrait distinguer dans les engagements forts deux grandes familles de jeux ou de pratiques. C'est d'un côté les jeux intenses, où on va jouer sur du temps court, sur des expériences de jeu très spécifiques et avec une implication émotionnelle qui est recherchée comme étant forte pendant tout le temps de la partie, quoi. À l'opposé, ou plutôt en perpendiculaire, on a les jeux profonds, où en fait c'est les jeux du temps long, de la campagne, c'est les jeux des univers fouillés, des intrigues à tiroir et des gameplays qui se succèdent avec une courbe d'apprentissage, quoi. C'est ce type de jeu, les jeux profonds, qui font dire à Alessandro Pirodi que en fait, ce qui intéresse la plupart des rôlistes, c'est que le jeu de rôle, structurellement, ce serait un jeu de rôle pour hardcore gamers. Et du coup, on aurait une gratification par l'atteinte d'une expertise, en fait, dans le jeu, quoi. Cet engagement, il peut largement déborder le cadre de la partie, notamment quand on finit par penser tout le temps au jeu. Donc le MJ qui va réfléchir toute la semaine à son scénario, ou la joueuse qui va réfléchir toute la semaine à son RP, quoi. Cet engagement, il est souvent vu comme asymétrique, hein, tu l'avais évoqué, Olivier. C'est-à-dire que d'un côté, on a le MJ qui va préparer son scénario, qui va organiser la tenue de la partie, qui va s'impliquer dans la réussite de la partie, qui va se sentir responsable et qui est effectivement le centre des interactions sociales au cours de la partie. Cet engagement, on peut le voir comme une progression. Tu commences joueuse, après tu passes MJ, puis après alors, tu passes auteur de jeux de rôle ou organisateur de colloques, de salons, ou membre créateur ou membre actif dans des forums ou dans des assos, quoi. Mais en fait, des joueuses qui seraient très investies peuvent faire mentir cette logique un peu verticale, en fait, en s'investissant juste dans leur activité de joueuse. Donc on a les joueuses qui vont essayer de développer leurs compétences de joueuse, qui vont tenir un classeur de personnages, un journal de bord ou une chronique de la campagne. Les joueuses qui se sentent moteurs et qui sont moteurs de la réussite de la partie. Celles qui font de l'assistance au MJ, vas-y, je vais te gérer la musique ou je vais te gérer tel PNJ. Et puis celles qui vont faire de la logistique, c'est-à-dire que c'est elles qui vont prendre les rendez-vous, qui vont accueillir chez elles, qui vont faire la popote, tout ça. Alors, comme Coralie, hein, quand je dis joueuse, c'est joueuse et joueur. C'est juste un neutre féminin. Hein, donc, il y a aussi des mecs qui font la cuisine. Il y a Fabien Deneville qui donne une recette de houmous dans Menu et partie de jeu de rôle. Alors, il y a d'autres pratiques aussi qui mettent à mal cette hiérarchie, notamment quand on va jouer en système does matter pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, on déboulonne l'auteur de son piédestal et on se réapproprie le système. Donc, il n'y a plus cette hiérarchie déjà MJ, auteur ou joueuse auteur, quoi. Et puis, on a les jeux sans MJ, tout simplement aussi. Sur l'engagement des joueuses, il faut savoir que ça peut être une requête du MJ et des jeux, quoi. Bon, si tu veux venir jouer à des films à ma table, je te préviens, il faut que tu lises tout Umberto Eco. Sinon, tu passes pas. C'est pas possible. Alors, pour finir, être rôliste, c'est aussi adhérer à une communauté et même à une identité rôliste. Identité rôliste qu'on voit cheminer en 40 ans, et notamment en France, il y a une étape cruciale avec le terme rôliste qui apparaît en 94, forgé par Pierre Rosenthal, Casus Belli, puis les lecteurs de Casus, quoi, et qui a atteint une belle postérité en 2017 en rentrant dans le Petit Robert. Qui dit identité communautaire dit fierté communautaire. Donc notamment, il y a le Tumblr Moi Rôliste qui recense en fait des témoignages de rôlistes qui expliquent en quoi le jeu de rôle leur a rendu la vie meilleure et que maintenant ils ont des dents ultra bright grâce au jeu de rôle. Et justement, on peut dire que cette une activité rôliste assidue peut être facteur de mieux-être. Ça va t'enseigner la prise de recul, mais aussi la mise en situation, la résolution de problèmes, la communication, l'empathie. C'est aussi un exutoire des passions. Également, il y a un côté feel good, parce que tu vas être le héros d'un soir ou l'héroïne d'un soir. Ça crée du lien social. Il paraît même que Macchiato Monsters empêche les jeunes de casser des vitres. Et ça permet aussi la guérison rapide de toutes les maladies et le retour de l'être humain en moins de 48 heures.
Alors, ceci dit, rentrer dans le monde magique du jeu de rôle et connaître ce nirvana d'engagement, ça se fait pas tout seul, en fait. Il y a des freins à l'engagement, et en fait, le jeu de rôle, c'est un jeu qui a un certain coût d'entrée, qui va rendre difficile l'intégration de nouvelles joueuses. Bah, déjà, on avait parlé d'engagement dans le temps. Quand on joue à un jeu profond, en fait, les jeux profonds, bah, c'est un peu l'histoire sans fin, quoi. Tu sais pas si tu signes pour 2 séances ou pour 150. Donc ça peut un peu intimider. C'est pareil, si t'es pas ultra geek, est-ce que tu vas te reconnaître dans les codes? Est-ce que tu vas ne seulement comprendre ce qui se passe, quoi. Souvent, on a tendance à dire que les manuels de jeux de rôle, ils n'expliquent pas comment jouer au jeu de rôle. Et en quelque sorte, il y a beaucoup de manuels qui omettent des essentiels, tels que comment on cadre une scène, comment on incarne un personnage. Je vous parle même pas des mécaniques lourdes, hein. Voilà, Shadowrun, je te regarde. Et puis le coût financier, bah, selon les gammes que tu vas sélectionner, le fait que le jeu de rôle est absent de la grande distribution, le fait que les clubs sont morts. Et puis il y a aussi encore des choses structurelles qui donnent un frein à l'entrée, c'est que, bon là je vais caricaturer, hein, je suis en mode Farador, mais ouais, tu commences niveau 1. Hein, donc il va falloir que tu gravisses tous les échelons de la diégèse pour arriver jusqu'à nous, rôlistes réputés et expérimentés. Donc structurellement, finalement, on pourrait parler de milieux assez fermés, quoi. On peut en trouver une illustration un peu extrême dans les problématiques de sexisme dans le jeu de rôle. Alors évidemment, le sexisme, ça concerne toute la société. Mais il y a des problèmes de sexisme qui sont structurels au jeu de rôle. Notamment des questions... Bah, ça vient aussi d'un historique, c'est d'abord au départ un milieu masculin qui tarde à se féminiser, ce qui fait que les joueuses, alors là, je parle bien des joueuses femmes, on va accorder peu de crédit à leur valeur de rôliste. Si elles sont MJ, elles vont avoir des problèmes d'autorité à se faire respecter. Et puis elles peuvent rencontrer des problèmes de harcèlement, notamment harcèlement sexuel, sur leur personnage, mais aussi sur leur personne, qui peuvent aller jusqu'à l'agression, pareil, agression sexuelle, notamment sur le personnage et malheureusement aussi sur la personne. À l'inverse, au contraire, elles peuvent se retrouver exclues des tables, soit parce on les laisse pas venir, soit parce que c'est les joueurs masculins en fait qui préfèrent boycotter les tables féminines. Alors, vous allez me dire, ça y est, Thomas, il dresse le carnet noir du jeu de rôle, on va tous crever. Alors, heureusement, en fait, il y a tout un tas de contre-mesures qui sont également structurelles, en fait, pour un petit peu passer ce coup d'entrée et puis passer ces problèmes, quoi. En fait, la question de l'accessibilité, c'est une préoccupation qui est très ancienne. On voit Tunnel et Troll, le deuxième jeu de rôle. Eh bien, Ken Saint-André, il réfléchit à... Ouais, il faut que la base elle soit concise et claire, et puis on va utiliser du matériel tel que des D6 que tout le monde a dans son salon, quoi, pas des dés bizarres pointus. Également, on va limiter l'engagement dans le temps, des campagnes courtes, les bursts dino, mais aussi des séances courtes. Voilà, Sombre Zéro, t'as 15 minutes, bah, ça y est, on joue, quoi. Également, bah, on va diversifier les thèmes. Hein. Là, aujourd'hui, je pense qu'on est très largement sorti de la pure culture geek. Il commence à avoir une grosse gamme de choix. On va aller vers du didactisme, soit dans la façon de rédiger les manuels, mais aussi dans la multiplication des supports, qu'ils soient graphiques, audio, vidéo, hein, les actual play. Et puis aussi, on va de la transmission orale. Il y a des techniques de transmission orale qui s'améliorent, quoi. On va aller sur des jeux avec des mécaniques légères, on va aller sur de la gratuité. En fait, tu peux jouer... déjà, tu prends DD5, la version libre, tu peux jouer jusqu'à la fin de tes jours, quoi. Et puis, il y a aussi un renouveau médiatique, que ce soit avec la Rôliste Pride en mode Maxime Chatham ou Alexandre Astier, ou Vin Diesel, quoi, si on veut vraiment viriliser le truc. Mais aussi parce qu'aujourd'hui, si tu tapes jeu de rôle sur le web, tu as 1 milliard de sources, quoi. Il y a aussi de nouveaux lieux de rôle, quoi. Le jeu de rôle, il va s'inviter en médiathèque, il va s'inviter sur les salons de jeux vidéo, les salons littéraires, les salons de jeux de société.
Et puis il y a le jeu de rôle en ligne qui permet de passer des fois des résistances sociales. C'est beaucoup plus facile de trouver des joueuses et c'est aussi un peu moins sans engagement, quoi, hein. Noémie parlait qu'il y avait beaucoup plus de one-shot dans les jeux en ligne. On sait aussi mieux faciliter l'activité à des publics empêchés. C'est-à-dire que maintenant, on sait faire du jeu de rôle pour les non-voyants, pour les non-entendants, pour les personnes incarcérées. Et les manuels de jeu prennent des engagements pour l'inclusion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une majorité de jeux qui vont essayer, dans les représentations, à la fois au niveau texte et graphisme, mais aussi à la fois au niveau des personnages, des figurants et des joueuses qui sont citées en exemple dans les manuels. On va essayer de représenter des personnes, des femmes, des personnes racisées ou des personnes en handicap dans des situations, des positions égalitaires par rapport aux hommes blancs valides. Alors ok, puisque en fait on a fait sauter sous les freins, vautrons-nous comme des cochons dans l'engagement, justement essayons d'aller à fond vers ce nirvana ludique. Sauf que justement, Olivier nous avait mis en garde, le problème c'est le surengagement. Donc du coup, en quoi ça consiste et est-ce qu'il y a des solutions ? Ce surengagement, il est structurel en jeu de rôle par rapport à trois facteurs. Le premier, c'est l'immersion, en fait, puisqu'en fait, l'immersion, quand on l'atteint, c'est quoi l'immersion ? C'est simplement de la confusion joueuse-personnage. Et ça, en linguistique rôliste, on le voit de 1974 à aujourd'hui, où en fait, on n'arrête pas de confondre PJ avec joueuse, quoi. Il y a Eugénie qui propose de réconcilier les deux ou d'acter cette confusion avec le terme PJ qui est personnage et joueur. L'autre facteur, c'est la culture de la maltraitance. La culture de la maltraitance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en jeu de rôle, on a d'excellentes raisons, à la fois ludiques et narratives, de taper fort sur les personnages, de leur faire endurer des épreuves et des souffrances sur le chemin de la victoire ou sur le chemin de l'échec. Et donc du coup, ça peut entraîner, si c'est fait à son paroxysme, ça peut entraîner ce qu'on pourrait caractériser d'abus narratif sur les personnages. Tu combines avec une forte immersion, une forte confusion joueuse-personnage, et ça fait égale souffrance morale. Cette souffrance morale, elle peut être accrue dans le cadre des jeux persistants, c'est-à-dire que on joue la partie, c'est plus que la séance ou la campagne. C'est toutes les discussions en interséance, les scénars solo, les cogitations, les chats en mode colloque où on débriefe à l'infini, quoi. Et donc là, évidemment, quand tu perds ton perso au bout de 50 séances en mode colloque entre les séances, ça fait mal. On a aussi des rapports de force qui sont structurels, rapports de force MJ par rapport aux joueuses, anciens par rapport aux débutants, et qui peuvent se brouiller avec des rapports de force de la vie réelle. Exemple, les profs qui maîtrisent pour leurs élèves, deux conjoints présents à la même table, ou des personnes qui sont à la même table mais qui sont dans des situations de rivalité ou de recherche de domination l'une sur l'autre, quoi. Alors, si on voulait vraiment noircir le tableau, on pourrait quasiment prophétiser des phénomènes d'entraînement tels qu'on en voit dans les fictions La Vague ou Demain dès l'aube. Alors, si vous êtes en train de vous dire, ok, en fait, Thomas, il bosse pour Infosect, il est en train de diaboliser le JDR. Alors, pourquoi justement ces cas limites, même s'ils existent et qui doivent être combattus, pourquoi ils ne sont pas majoritaires ? C'est parce qu'en fait, on a tout un tas de contre-mesures qui sont également structurelles. La première, c'est tout simplement, c'est un jeu. Un jeu, si on prend Kaiwa, ça veut dire que c'est un espace sans enjeu, et donc on pourrait dire c'est sans engagement, en fait. Aussi, en termes d'engagement émotionnel, on va dire qu'il y a un profil des joueuses qui est majoritairement à la recherche du jeu pour l'évasion et sortir de ces problématiques quotidiennes. Et finalement, les joueuses qui vont jouer pour l'intime, pour se confronter à des problématiques quotidiennes, elles sont à la fois minoritaires et aussi, mieux équipées en termes de contre-mesures. Ces contre-mesures, notamment, je vais renvoyer à Jérôme, c'est tout ce qui est entrée et sortie progressive dans la partie, quoi. Donc les apprentissages, les rituels, la musique, les ateliers, briefing, débriefing, tout ça, c'est des techniques, en fait, pour bien délimiter le cercle magique.
Et donc pour éviter de se retrouver en PLS à la fin de la partie, quoi. Et donc il y a tout un tas, dans la littérature rôliste, il y a tout un tas de listes d'avis et de conseils et de prévention contre les abus narratifs. Pour prendre l'exemple du sexisme, vous avez l'article « How to keep girls in your gaming group », comment garder les filles dans ton groupe, hein, qui donne tout un tas de conseils qui peuvent paraître triviaux, mais qui sont du genre eh bien, si tu as une fille à ta table, évite de violer son personnage. Enfin, évite de violer aussi sa personne. On a évidemment les fameux contrats sociaux, et l'évolution que je vois dans les contrats sociaux aujourd'hui, c'est à la recherche de contrats sociaux qui soient bilatéraux. C'est-à-dire que la joueuse agressée, elle a la responsabilité, mais aussi les outils pour signaler son éventuel malaise, et la joueuse agresseuse, elle a à la fois la responsabilité et les outils d'être vigilante et d'être bienveillante, en fait. Donc ça, ces outils de contrats sociaux sont apportés soit par des groupes, soit par des jeux, soit par des écoles. Mais on a aussi des joueuses qui assurent leur propre sécurité de façon transversale, quel que soit le groupe, le jeu ou la pratique. Notamment, Eugénie, tu parles de « c'est celui qui subit qui décide ». Ça, c'est une technique de joueuse qui est, en fait, quand ton personnage se fait agresser, maltraiter, tu vas prendre en main, en fait, la narration autour de ça. Et du coup, en racontant les conséquences de ta maltraitance, finalement, tu reprends du contrôle, quoi. Donc, voilà, tout ça, c'était pour vous montrer qu'il y avait des engagements plus ou moins forts, qui pouvaient des fois être un peu freinés, mais en fait, on peut gérer sur les clapets. Et des fois, quand on ouvre trop les clapets, on peut surengager. Donc après, il faut reclapétiser, ainsi de suite, quoi. Donc tout ça s'adresse un peu à un portrait de l'activité par l'engagement et par le désengagement. Ça, j'en trouve une illustration assez criante, c'est dans le cycle de vie d'un groupe de joueuses, notamment quand on est sur un groupe de joueuses qui recherchent activement à améliorer leur expérience. Ça va passer par le recrutement de nouvelles joueuses et parfois aussi par l'exclusion d'anciennes. Je vous remercie à nouveau pour votre attention, votre accueil. Et du coup, maintenant, on va pouvoir, comme j'ai essayé de faire trembler la République par ce sujet hautement polémique et foufou, on va pouvoir échanger un peu dessus ensemble. Ok, question. Ouais, c'est mieux avec le micro parce que ça s'enregistre. Sans vouloir faire dans l'infosecte, je mettrais juste un petit bémol entre justement les joueuses qui cherchent l'émotionnel, l'intense, et les joueuses qui sont équipées pour le gérer. Et il y a un vrai travail d'éducation à faire, de partage de techniques sur justement les méthodes de désengagement. Et il y a des communautés entières, et il ne s'agit pas de balancer les Belges ici, mais qui jouent à fond sur on va se mettre en l'air, et qui vont utiliser les techniques pour se mettre en l'air sans forcément utiliser les techniques pour se démettre en l'air. Et c'est un vrai souci. Donc je pense qu'il faut vraiment faire ce travail-là. Les techniques existent, mais il faut que les selles de sécurité soient appliquées aussi. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Ouais, ce que tu décris, c'est un peu une sorte d'engagement en mode punk. Mais je pense qu'à l'inverse, tu as aussi le surengagement surprise. C'est que tu t'y attendais pas. T'es venu pour fraguer du gob, et puis à un moment, tu te retrouves en bleed, tu sais pas quoi faire, quoi. Autre question? Je passe partout, moi, si bon, merci. Alors, tu parlais d'accessibilité. Moi, ce que j'avais envie de parler, c'était de genre narratif. Tu parlais beaucoup de références geek. Moi, quelque chose que je discute souvent et qu'on décrit comme quelque chose d'impossible, c'est par exemple l'utilisation du registre de la comédie pour raconter une histoire en jeu de rôle. Alors on pourrait dire qu'un jeu par exemple comme Breaking the Ice va faire de la comédie romantique, mais alors que les comédies au cinéma par exemple sont très nombreuses, même si elles pourraient être critiquables, en France notamment, c'est quelque chose qui est très peu exploité en jeu de rôle. Et est-ce que réfléchir à explorer des nouveaux genres, est-ce que c'est pas ça la solution de l'accessibilité? À ça j'ai deux réponses si tu veux. On pourrait t'objecter qu'en fait le jeu de rôle il est structurellement multigenre, c'est-à-dire que tu vas avoir de la comédie romantique mais mélangée avec du splatterpunk au cours d'une même partie. Voilà.
On pourrait aussi t'objecter qu'en fait, tous les genres narratifs, notamment dans les jeux intenses, c'est-à-dire les jeux très ciblés sur une expérience, vont être représentés de façon assez pure et on va te trouver plein d'exemples de jeux de rôle qui font de la comédie romantique. Souvent, le souci par contre qu'on a, c'est qu'on fait la première étape, c'est-à-dire on crée un jeu vers un nouveau public, c'est-à-dire qui va émuler un nouveau genre narratif ou un thème qui sort un petit peu des ornières habituelles. Mais sauf qu'il va manquer l'étape suivante, c'était un peu le cas, les petites choses oubliées, c'est qu'après derrière on va pas aller chercher le public que ça pourrait intéresser, qui connaît pas le jeu de rôle, parce que justement le jeu de rôle majoritaire lui parle pas en termes de genre et tout. Et donc du coup on se contente de créer, ah bah si on a un outil pour le faire, mais on va pas aller vendre l'outil aux personnes que ça intéresserait. Alors je suis sûr que vous avez plein de contre-arguments et de gens qui vont essayer d'aller chercher des nouveaux publics là où ils se trouvent avec l'outil adapté.